Quatre voix de sagesse, quatre voix pour l'âme, 20 minutes de tendresse pour transmuter nos drames. Écoutez les paroles, mais observez les actes. La terre est une école, mais l'école, j'aime pas ça. Moi je préfère écouter les invités de fil au grand bazar de Gaïa. Et quel que soit votre âge, je vous souhaite un bon visionnage. Donc j'ai des mails, enfin, les secrétaires donc me montrent toutes les questions. Il y en a qui reviennent plusieurs fois. Il y a les mêmes questions. Les gens se posent des questions et je me suis dit mais je vais répondre sous la forme d'un livre parce que en plus ces réponses ce sont pas que les miennes, ce sont celles que je prends sur d'autres plans que on m'a donné aussi. Donc ça m'a paru important à une époque où tout est confus, où on ne sait plus à qui se fier, où on ne sait plus qui croire et quoi croire, d'avoir justement un livre qui permet d'avoir au moins un minimum de réponses. C'est ça, en fait, le déclic, quoi. C'est ce qui m'a permis de faire ça. Oui, C'est une évidence parce que ça dépend qui a l'autorité. Je veux dire, sur d'autres planètes, l'autorité ne vient pas parce qu'on a décrété que quelqu'un était notre chef, mais simplement parce que son âme a des connaissances que forcément d'autres n'ont peut-être pas et qu'on sait, on le reconnaît comme autorité dans son domaine. Mais c'est pas du tout ce qui se passe sur Terre. Donc sur Terre en ce moment, bah, c'est vrai que il y a un plan et j'aimerais bien justement vous en parler de ce plan parce il y a pas longtemps, il y a la personne enfin le directeur qui s'occupe de la revue Nexus. Nexus, c'est une revue qui était australienne. Donc là, maintenant, elle a pris son indépendance en France. Et il est venu m'interviewer pour savoir comment était arrivée la revue Nexus en France, alors que ça n'existait pas du tout, ce genre de revue à l'époque. Et c'est le moment où j'ai écrit avec Daniel Moroy, donc un livre qui s'appelle Celui qui vient. Alors là, je l'ai parce que justement, j'ai fait il n'y a pas longtemps une émission là-dessus. Et pour moi, c'est important parce que ce livre-là, c'est celui qui a causé tous nos problèmes par la suite. Mais quand justement, et je sais que c'est celui qui m'a permis à un moment donné, quand on m'a dit, bon, vous devriez arrêter la maison d'édition que vous avez, sinon vous aurez toujours des problèmes. Et c'est celui qui m'a permis, qui a été la cause de ça aussi. Justement, alors, encore une fois, on a fait un livre Forme-Pensée avec Antoine qui montre bien comment nos pensées vont attirer à nous, enfin, nos pensées vont créer des formes pensées qui, elles, contiennent toute l'histoire, par exemple, qui a créé cette forme pensée. Si admettons, on a été abandonné, ou si à la naissance, simplement, on est passé en incubateur, ça suffit. Je veux dire, on peut très bien avoir une sensation d'abandon, avoir eu peur d'être abandonné parce qu'on est éloigné de la maman, on nous a pas prévenus. Et en fait, si on est venu travailler ça, à ce moment-là, on va créer une espèce de forme pensée qui va rester autour de nous, mais qui est vivante et qui donc, c'est comme si on avait fait une création. Et cette création, elle est vivante, elle a besoin de nourriture. Donc, elle va attirer à nous tout ce qui correspond à notre blessure d'abandon. C'est-à-dire que, par exemple, à l'âge de 3 4 ans, si la maman est à nouveau enceinte, nous laisse chez une grand-mère, ben, on va encore paniquer davantage parce que on a cette blessure et ça retouche la blessure. Si à l'école maternelle, on a des petits copains qui s'en vont vers d'autres, on va souffrir plus. Je veux dire, notre forme pensée et nos pensées vont déterminer toute notre vie et tous les secteurs de notre vie. Donc, c'est tellement important non pas de surveiller nos pensées parce qu'on peut pas, mais d'en avoir conscience et puis de se dire, bon, ok, là, est-ce que je suis en train de mettre des choses négatives? Le monde correspond à notre vision. ouais, Donc, chacun a une vision différente du monde. Et ouais. c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en même temps, ça veut dire que plus on verra, c'est pas histoire de bisounours ou de se dire on va fermer les yeux
et rêver à n'importe quoi. C'est se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de créer et comment je le crée? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quels seraient les mots, par exemple, si j'étais Jésus ou Bouddha ou si j'étais un ange, comment je réagirais? Quels seraient les mots que j'aimerais employer? Et à ce Hmm. moment-là, on va changer d'univers. Alors, je crois que l'humain que nous sommes est composé de deux forces. Celle qui donne l'amour et celle qui donne la violence et la haine. On le voit tous les jours. Vous avez des gens qui, pour une place de parking, vont descendre et vont tuer la personne avec laquelle ils ne sont pas d'accord. La violence explose de tous côtés parce que on est dans une civilisation qui est, à mon avis, en train de basculer dans une autre forme de vie. Et la civilisation que certains ont connue il y a 40, 50, 60 ans, où il y avait encore l'État, la famille, les médias qui étaient responsables, tout ça a explosé. Donc les jeunes adultes ou les adolescents ou les enfants sont confrontés à des images violentes. Ils sont souvent dans des familles qui ont explosé. Ils ont des parents qui sont ventilés dans plusieurs autres foyers. Ils n'ont plus de repères. Et ça donne une civilisation où les forces mauvaises qui sont en nous, quelquefois, explosent. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous voyons, on le voit souvent en France en ce moment, nous voyons des violences inouïes, des gens qui sont poignardés pour un mauvais regard, des femmes qui sont violées alors qu'elles rentrent chez elles. C'est quelque chose qui est préoccupant et qui montre que nous devons ressaisir notre société, faire à nouveau œuvre d'éducation. Quand on met la vie au monde, on a une grosse responsabilité. Il ne faut pas se contenter de dire bon ben c'est mon fils ou ma fille, il se débrouillera même s'il n'a que 3 ans. Ça implique de suivre l'évolution de la jeune vie jusqu'à ce que cette jeune vie devienne un jeune adulte bien inséré dans la société. Mon premier métier n'était pas journaliste, j'étais éducateur dans un foyer de jeunes délinquants. Ah, Donc ok. j'ai été confronté à des jeunes qui avaient entre 12 et 16 ans et qui avaient fait les 400 coups. Ils avaient fait des cambriolages, des agressions, du trafic de drogue, des viols, etc. Donc je savais déjà à l'époque, c'était dans les années 65, 70, je savais déjà ce qu'était une jeunesse qui était privée de parents, parce que souvent ces enfants étaient dans des foyers de divorcés. Et je me suis rendu compte que quand il n'y avait pas le papa qui symbolise l'autorité et l'amour, et la maman qui symbolise l'éducation et l'amour aussi, ensemble, pour tracer le chemin, eh bien, le petit être vacillait et était tenté par des chemins de traverse dans lesquels il pouvait y avoir toutes les mauvaises choses que nous connaissons de la société. Écoutez, il n'y en a pas un qui surgit dans ma mémoire comme ça parce qu'il serait tout à fait hors du commun. En revanche, dans la plupart des films que j'ai vus, j'ai toujours puisé une petite seconde, quelques dizaines de secondes, qui m'ont ouvert l'esprit sur d'autres arborescences de la connaissance du cosmos et du sens de notre vie. Hmm. J'ai vécu des événements que j'ai racontés il y a peu de temps parce que maintenant je suis dans ma 83e année, donc je me moque éperdument qu'on puisse précisément se moquer de moi en disant Bourré, à force de parler des ovnis, ça est devenu un petit peu zinzin. Mais j'ai vécu une aventure dont je voudrais bien savoir ce qu'elle représente, et donc je suis en contact, je commence à être en contact avec des hypnotiseurs médicaux pour me faire mettre en état d'hypnose et pour savoir ce que j'ai vécu d'abord quand j'étais tout à fait enfant, parce que j'ai été confronté à des ovnis quand j'étais petit, je devais avoir 6 ans, 6, 7 ans peut-être. Ah oui. C'était à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Ça, c'est la première chose qui me préoccupe, parce que je me souviens de la peur qui était émise par les objets.
Elle était émise par les objets. Je n'ai pas eu peur comme on a peur quand on marche dans un couloir, la lumière s'éteint, puis vous avez quelqu'un qui sort et qui fait « ouh », alors on a peur, ça dure une demi-seconde, et puis après on dit « bon, arrête tes bêtises ». Là, c'est une peur qui était émise par les objets, et je la ressens encore plus de 70 ou 72 ans après. Je la ressens encore. Elle était émise, et j'ai retrouvé, je le mets d'ailleurs dans un de mes livres, qui est une bande dessinée, où il y a une série de séquences qui se basent sur des faits réels et qui permettent à ceux qui préfèrent lire une bande dessinée qu'un livre avec des lignes de comprendre ce qu'est la richesse du dossier OVNI. Il y a un couple de professeurs des écoles qui est en vacances, c'était il y a une trentaine d'années. Il est en vacances dans le sud de la France, la femme est dehors, il est environ minuit, son mari est sous la tente, commence à se déshabiller pour dormir. Elle fume une cigarette, et puis elle entend marcher derrière elle, dans l'herbe. Ils ont planté la tente près d'une petite forêt, sur un terrain que le paysan a mis à leur disposition. Elle se retourne, et là, elle voit une sorte de robot avec deux yeux légèrement luminescents dans la nuit, et elle ressent une peur, non pas la peur du robot qui est tout à fait naturelle, mais qui aurait pu durer quelques secondes, mais qui était émise par le robot. Et le mari qui est dans la tente et qui, lui, n'a rien vu, ressent cette peur. Et quand elle se précipite dans la tente, dans les bras de son mari, ils sont totalement dévastés par la peur qui est émise par cette espèce de robot humanoïde qui est passé à côté de la tente et qui a disparu. Bon, mais voilà, c'est ce genre d'informations que j'ai publié dans une bande dessinée. D'ailleurs, je crois que j'en ai un là. Hop. Aller voyager dans la multidimensionnalité, aller voir nos vies, pour que moi j'appelle simultanées, ça demande quand même d'avoir fait un sacré chemin intérieur sur soi et d'être capable de voyager tout seul. Ce qui est pas forcément simple et puis ce qui est pas forcément non plus sécurisé. Parce que de l'autre côté, c'est pareil qu'ici, hein, il y a des petits malins et parfois on peut en croiser quelques-uns qui sont pas tous lumineux. Et du coup, c'est quand même un peu ennuyeux de le faire tout seul si on n'est pas expérimenté, je dirais. C'est un peu comme en chamanisme, tu sais, on te donne les rudiments avant de voyager. Hein. Et là, moi, je le conseille pas, sauf à des gens pour qui ça apparaît très clairement, parce qu'il y en a qui ont accès à leur vie de plus en plus. Et c'est vrai qu'on y aura accès de plus en plus avec des flashs instantanés, à mon avis. Moi, quand j'accompagne les gens, qu'est-ce que je fais? Ce qu'on pourrait faire tout seul, hein, mais ce que peu de gens arrivent encore à faire, c'est que je les emmène sur un niveau vibratoire différent. C'est-à-dire que je sers d'échelle, si tu veux. Oui. Je sers d'échelle et je sers de filet. C'est-à-dire aussi que quand je sens qu'on arrive vers une vie où c'est quand même très chaotique, où ça peut être très traumatique pour la personne, je vais quand même aborder ça d'une certaine manière. Mmh. D'accord. Donc, on peut le faire, mais c'est pas forcément conseillé si ça ne nous apparaît pas clairement tout seul, j'ai envie de dire. Alors, moi, ma particularité qui est pas juste, c'est pas mentale puisque je travaille avec toute la journée et que je vis avec. J'ai vraiment l'idée que nos vies, elles sont simultanées sur des espaces différents. Donc, dans les danses de l'âme, j'explique qu'on a des cycles de 9 vies, qu'il y en a 3 qui sont des vies sur d'autres dimensions et je le vérifie dans mes séances. Et moi, j'ai une vie sur Vénus et j'ai une vie sur Sirius. Mais ma particularité vénusienne, c'est que je me vois sur cette dimension-là. Mais comme c'est de la 12e dimension, je me vois pas comme ça. C'est très flou, évidemment. On se voit pas, c'est pas densifié, quoi. Tu vois ce qui apparaît. Les êtres de Sirius, ça veut pas dire qu'ils sont plus bas vibratoirement, ils nous apparaissent beaucoup plus clairement. Mais les Vénusiens, non. Par contre, on a des caractéristiques qui sont que nous sommes venus amener l'amour sur Terre. Mais l'amour avec un grand A. Et ce qui fait que déjà in utero, je dirais qu'on est fracassé, parce qu'on ressent les émotions de nos parents, parce qu'on n'a pas la même analyse, la même réceptivité des choses. Et du coup, tout nous écorche. À la limite, un battement d'aile peut même nous faire du mal, tellement on est hypersensible. Donc, le challenge, c'est d'apprendre à vivre sur Terre en comprenant que des êtres comme nous, il y en a, mais que certains ne l'expriment pas parce qu'ils ont été trop abîmés, et qu'on peut pas espérer que les autres aient cette même hypersensibilité que nous. Mais néanmoins, on est quand même venu apprendre au travers de toutes nos vies,
dans des scénarios différents ce que c'est qu'aimer un autre être, quel que soit son sexe, un chien, un animal, un enfant, des minéraux, un peu tout ce qui existe. Et on est là pour montrer ce chemin-là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on veuille ni convaincre, ni convertir, ni sauver, ce qu'on a tous essayé de faire et on s'est fait fracasser, parce que c'est pas possible sur Terre de sauver les autres. Il y a le libre arbitre. On peut les accompagner, on peut les guider, on peut les éclairer, on peut les faire accoucher d'eux-mêmes, mais on ne peut pas les sauver. Donc moi, je me vois sur Vénus, je vois aussi tout cet amour que je diffuse de là-haut, je capte aussi des choses sur ce que je peux faire dans certains conseils, mais ce qui a été le plus difficile, c'est dans cette vie terrestre, et encore aujourd'hui, cette sorte d'hypersensibilité à tout. Je vais voir un film violent, tout ce qui est difficile, c'est pas possible. Alors, je suis pas une chose fragile, ma vie m'a pas permis de l'être, mais en tout cas, je ne peux pas avoir la souffrance parce que c'est trop fort. Et il y a un film qui m'a extrêmement marqué, c'est Le 5e élément, et je me sens comme Lilou, moi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Qui dit à la fin, et c'est ça les Vénusiens, à quoi ça sert de sauver votre monde quand on voit ce que vous faites de l'amour. Mais c'est à peu près ça. Et vraiment, on est tout le temps, on ouvre des grands yeux dès qu'on est enfant, on comprend pas. C'est même pas qu'on juge, on comprend pas. Et puis, quand on revient depuis plein de vies, on est dans un état de sidération. D'abord, on est en colère. Après, on est dans un état de sidération de voir toute cette souffrance sur Terre. Et puis après, on est parfois dans une sorte d'état intermédiaire où on ne sait plus trop si on a de la joie, si on est dans autre chose. Parce qu'en fait, tout ça est trop confrontant pour nous. Ouais. Et ça demande un chemin individuel incroyable que de vivre ici en étant à peu près apaisé. Parce que tout ça est tellement écorchant que voilà. Et moi, on m'envoie beaucoup d'êtres comme ça, qui sont extrêmement jugés, qui sont très différents. Et à chaque fois, j'apprends et c'est super intéressant. Mais à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est quand même compliqué d'être un humain. Et quand on remonte là-haut, les guides, ils disent, mais déjà, on vous félicite. Parce que c'est courageux de revenir ici. J'ai commencé par être un enfant très heureux jusqu'à 6 ans. Parce que je voyais des fées, je voyais des anges, des guides, je jouais avec eux. Je m'amusais comme un fou quand j'étais seul avec ses amis. Puis un jour, c'était merveilleux. J'ai une enfance vraiment de rêve. Puis à 6 ans, j'aurais dit, écoutez, je vais à l'école. On dit que j'ai trop d'imagination, que je dis n'importe quoi. Laissez-moi tranquille. Et du coup, ils se sont évanouis. Et de 6 ans à 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le monde du cerveau gauche. Les examens, les études, travailler. Et pendant toutes ces années où j'étais un bon étudiant, je travaillais beaucoup, mais j'avais perdu la joie de vivre. Je ne savais plus rire ni pleurer. J'étais devenu coincé. Un bon fils de pasteur protestant, complètement rigide. J'étais rigidifié à fond. Et puis à 24 ans, j'ai eu cette espèce de déclic où je me suis dit, faut que je trouve autre chose. Et je suis allé à l'Institut Monroe aux États-Unis. Et Monroe, c'est celui qui a enseigné le voyage hors du corps. Alors, il nous mettait des casques avec des musiques, etc. Et le premier voyage que j'ai fait chez lui, je suis monté sur un plan lumineux et j'ai vu tous mes amis que j'avais quittés 18 ans avant qui m'ont dit « Sois le bienvenu, Tal, quel bonheur de te retrouver. » Parce que la beauté de ces êtres, que ce soit des guides, des anges, des ancêtres, ces êtres de lumière, c'est qu'ils ne sont pas interventionnistes. Si vous leur dites « partez », ils partent. Ils n'imposent jamais rien. Parce qu'ils sont là pour nous soutenir. Ils sont jamais là pour dire « tu dois faire ça ». Mais le drame, c'est que souvent, à cause de l'éducation, on a perdu cette connexion. Et moi, je l'ai perdu. De 6 à 24 ans, mon cerveau droit fonctionnait plus. J'étais dans un moulinette. Alors, j'ai beaucoup de problèmes liés au stress. Et puis, quand j'ai retrouvé le contact avec ces êtres merveilleux, de bonheur, j'ai pleuré pendant 3 jours. J'étais en extase. Parce que c'est comme si je m'étais réconcilié avec la vie. Je pouvais à la fois être un être de matière, mais j'ai retrouvé le contact avec ma partie spirituelle. Ça, comment se fait-il que vous entendez bien avec le chaman guérisseur du coin? Il dit, mais on fait la même chose. Chacun à sa façon, nous réveillons le médecin intérieur qui est en chacun. Et ça, c'est une compréhension fondamentale. C'est que la guérison de n'importe quelle maladie ne vient jamais de l'extérieur. Croire que c'est tel traitement ou tel magnétiseur ou médecin spirituel, c'est faux. C'est toujours le corps qui fait le travail de se guérir. Mais le corps, qui a une sagesse colossale, un corps humain, c'est des milliards de réactions chimiques à la seconde, des millions de cellules qui naissent et qui meurent toutes
toutes les semaines. Enfin, c'est incroyable un corps humain d'intelligence. Alors croire que la maladie, c'est juste une catastrophe, ça m'est tombé dessus, j'ai attrapé un rhume, bah, c'est une idée idiote. La réalité, c'est que toute maladie est une forme que le corps fait pour se dépolluer. C'est que toute notre éducation est cerveau gauche. L'école, l'université, c'est que du cerveau gauche. Et on tue le cerveau droit. Si un enfant rêve, on dit arrête, ce que tu imagines, ça n'existe pas. Et le matérialisme, c'est cette espèce de religion du cerveau gauche, où on ne croit que ce qui est rationnel, logique, soi-disant prouvé scientifiquement, c'est le cerveau gauche. Et c'est vrai que la plupart des gens, je dirais pas qu'ils ont une hypertrophie, mais ils ont une hyperfonctionnement du cerveau gauche. Ils passent leur temps à tourner en rond, gna dans leurs problèmes, et il n'y a pas de solution. La clé, et ça c'est ce que je trouve passionnant, c'est que la clé pour se délivrer de l'enfer du cerveau gauche, c'est la gestion émotionnelle.